retenir. Le CEDEPS tire à boulet rouge sur le ministère de la Communication. Les patrons de presse dénoncent une récupération de la tutelle dans la gestion du fonds destiné aux médias. Pour Mamadou Ibra Kane, les subventions accordées par l'ADPM résultent de démarches entamées depuis 2023, loin de toute interférence gouvernementale. Le Sénégal entre dans la cour des grands de l'énergie. Sangomar, GTA et Gadiaga, les trois pôles stratégiques montent en puissance. Le pays veut désormais s'imposer comme un acteur clé sur l'échiquier énergétique régional. Le gouvernement lui exhibe les chiffres qui témoignent d'une ambition affirmée. Fermeture explosive à la mosquée Amitié Bawab Karak. Le sous-préfet des Almadies redoute des débordements après un face-à-face tendu entre deux imams rivaux. Les fidèles crient à l'injustice et exigent la réouverture immédiate. Une atmosphère électrique règne autour de la mosquée. Et sur le littoral, c'est un autre foyer de tension qui fait rage. Pikine Guédiawaye secoué par un scandale foncier retentissant, plus de 2 hectares en litige, des artisans menacés de déguerpissement, des propriétaires qui dénoncent une spoliation à grande échelle. Un collectif se dresse contre ce qu'ils considèrent comme un hold-up foncier. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Le torchon brûle entre le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, le CEDEPS, et le ministère de la Communication. Le CEDEPS dénonce avec vigueur la posture de ce dernier dans le dossier du financement accordé à certains organes de presse dans le cadre du programme d'appui à l'accélération industrielle, à la compétitivité et à l'emploi, selon son président. Mamadou Ibra Kane, voilà, conteste fermement les propos du ministère. Il fait savoir qu'aucun département ministériel n'a été impliqué dans cette procédure lancée dès 2023. Toute la confusion est partie de la conférence du ministère de la Communication, lors de laquelle le directeur de la communication annonce le lancement d'un programme d'appui à la restructuration de 12 entreprises de presse. On avait mis sur la sellette l'ADPM, qui a mobilisé une enveloppe de 400 millions pour accompagner dans une phase pilote 12 entreprises pour la restructuration financière qui les concerne. Plus tard dans la journée, un communiqué du même ministère informe de la tenue d'une cérémonie conjointe, une posture qui laisse croire qu'il est impliqué dans le processus de financement octroyé par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Mais le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal estime que cette posture n'est que pure manipulation. Ni le ministère de tutelle de l'ADPM, le ministère du Commerce, encore moins tout autre ministère n'a été impliqué dans ce processus. Selon Mamadou Ibra Kane, ce processus de financement a démarré en 2023, bien avant l'arrivée des nouvelles autorités. Déjà sous l'Ancien Régime, quand le patronat de la presse n'avait pas bénéficié du fonds Covid de 1000 milliards de francs CFA pour les entreprises en difficulté, nous nous sommes dit qu'il fallait chercher d'autres moyens de financement pour les entreprises de presse. Un long processus mené par la collaboration entre l'ADPMO et le CEDEPS. C'est moi-même, en tant qu'administrateur général de la société Africom SA, que j'ai tenté d'abord la procédure. Quand j'ai tenté la procédure, cela a abouti dans le cadre du programme financé par la Banque mondiale qu'on appelle ETHER. Ensuite, l'ADPME m'a dit, au fond, tout le secteur en réalité rencontre les mêmes problèmes. Est-ce que ne faudrait-il pas qu'on tente de voir comment vous aider? Cependant, le CEDEPS exprime sa profonde gratitude à l'ADPME, qui est, selon Mamadou Ibra Kane, un partenaire stratégique parmi tant d'autres face aux difficultés économiques des entreprises de presse. Dans la foulée de cette controverse, le CEDEPS hausse à nouveau le ton. Cette fois, il rejette la décision du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de suspendre l'aide à la presse pour l'année 2024. Une décision jugée illégale par Mamadou Ibra Kane, car selon lui, cette aide a été dûment votée et doit être versée. Mon appréciation, c'est que, comme je vous l'ai dit, le nouveau régime veut liquider la presse privée au Sénégal. Il y a eu d'abord la pression fiscale qui a abouti au blocage des comptes bancaires. Et qui dit blocage des comptes bancaires, ça veut dire que cette société ne peut pas fonctionner.
il y a donc le gel de cette presse-là, de cette aide à la presse, qui a été voté dans le cadre du budget de l'État, la loi de finances 2024. Le nouveau régime n'a pas le droit, en se fondant sur des considérations politiques, pour ne pas distribuer cette aide à la presse. Mais il y a encore pire. L'État du Sénégal doit plus aux entreprises de presse que les entreprises de presse ne doivent aux impôts. Ils ont gelé, ils ont bloqué le paiement des créances dues aux entreprises. Un autre front de tension s'ouvre avec les subventions accordées à la presse. 12 entreprises de médias ont bénéficié de soutien de l'Agence de développement et d'encadrement des PME, mais ce financement suscite des interrogations face à la polémique. Le groupe E-Média, visé par les critiques, sort de sa réserve. Selon son directeur, Alassane Samba Diallo, il ne s'agit pas de fonds distribués directement, mais d'un accompagnement structurel. Ils sont au nombre de 12 médias dans ce premier lot à bénéficier du soutien de l'ADPME, une subvention de 384 millions de francs CFA dans le cadre du programme de restructuration financière des entreprises de presse. Mais contrairement à ce que d'aucuns pensent, ce n'est pas de l'argent liquide qui a été distribué aux organes de presse, a laissé entendre Alassane Samba Diop. Les 32 millions que les gens entendent dire, ce n'est pas de l'argent liquide qu'on va donner à la presse, qu'on va verser dans les comptes bancaires des télés et des radios. Non, c'est une subvention que l'ADPME va octroyer à la presse via des sites de formation. Selon les responsables du groupe E-Média Invest, le programme vise à accompagner les médias dans la formation et la digitalisation de leur support. Pour ce qui est en tout cas de E-Média, la numérisation davantage, l'accentuation de la numérisation et surtout la digitalisation justement de sa production interne. Donc ces deux aspects, l'ADPME a décidé d'accompagner. Et voilà le concept d'ailleurs le plus innovant, c'est ça. C'est-à-dire c'est d'accompagner donc E-Média à redresser un peu peut-être la tête et à rectifier un peu sa trajectoire. La restructuration, c'est la digitalisation. Restructurer quelque chose, c'est revoir les charges qui sont nombreuses, c'est revoir le fonctionnement de l'entreprise, c'est revoir les goulots d'étranglement, c'est revoir les pertes de profit. Comment et la digitalisation fait partie d'un projet de restructuration. Cette subvention se fait sur la base d'un remboursement. Mais on compte respecter le cahier de charges de la DPME, la digitalisation et la comptabilité. C'est pour ça qu'on a signé ce contrat. Vous voulez qu'on prenne cet argent et qu'on paie des salaires? Et demain, on va nous mettre en prison pour dire qu'on n'a pas respecté le cahier de charges, détournement d'objectifs. Mais il faut être sérieux. Les groupes Médias du Sud, RASCO, Groupe Cenox, Groupe E-Média, des médias, Groupe Sud Communication, Almadi Média, 3M, Universel, CTV, Leral, Presse Afrique, Lamp Fall, Origine SA sont pour le moment les bénéficiaires de ce programme. Le malaise est plus profond. Depuis près d'un an, E-Média traverse une grave crise interne. Le départ de nombreux journalistes et techniciens qui réclament 11 mois d'arriérés de salaire pèse lourdement sur l'entreprise. Le Synpics alerte sur la détresse des travailleurs concernés. Mais pour Alassane Samba Diop, la dette réelle ne dépasserait pas 4 mois et 10 jours. On n'a jamais ignoré les gens. Vous pensez que nous qui avons ouvert notre entreprise, puis des jeunes qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, c'est le premier emploi, on va ignorer ces gens-là en leur faisant confiance? Vous le pensez? Des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, surtout de l'école. De l'école, on les a pris, on les a responsabilisés, donné beaucoup de choses. On parle d'ignorance aujourd'hui. On n'a pas de problème, on n'a aucun problème. Nous, on a épuisé toutes les voies de recours, on a discuté, échangé. Nous sommes une maison ouverte. Nous tendons la main à tout le monde. Mais on ne peut pas parler avec le couteau sur la gorge. Si on te demande de donner ce que tu n'as pas, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes victimes d'une situation qui est là. Nos factures sont bloquées. Notre argent est bloqué, on n'arrive pas à l'avoir. Nous sommes en train de négocier depuis plus de 10 mois pour récupérer cet argent-là pour nous acquitter de nos obligations. Alors on doit au moins 4 mois, 10 jours de salaire à ceux qui sont partis. Sur le plan politique, en bref, un net refus. La République des valeurs, Réum Ngor, rejette le dialogue national annoncé pour le 28 mai prochain. Selon Thierno Alassane Sall et ses camarades, les conditions d'une concertation sincère ne sont pas réunies. Il dénonce un simulacre orchestré par le régime et appelle plutôt à la mise en œuvre du pacte de bonne gouvernance démocratique signé lors des assises nationales.
Pendant ce temps, le Sénégal appuie sur l'accélérateur de la souveraineté énergétique entre Sangomar, GTA et Gadiaga. Le pays entend capitaliser sur ses ressources naturelles pour renforcer sa position sur le marché régional. Les chiffres dévoilés par le gouvernement traduisent une ambition assumée. Le secteur des hydrocarbures sénégalais poursuit sa dynamique avec des performances enregistrées au cours du mois d'avril 2025. Le rapport mensuel publié par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines met en lumière les avancées significatives dans les projets Sangomar, GTA et Gadiaga, symbole d'un tournant stratégique pour l'économie nationale. Tout d'abord, le champ pétrolier de Sangomar, situé au large des côtes sénégalaises, continue de battre son plein. En avril, 4 cargaisons de pétrole brut ont été chargées et exportées sur le marché international. Cela représente un volume impressionnant de 3,8 millions de barils. Depuis le démarrage de la production le 2 juin 2024, le gisement affiche une production cumulée de plus de 28,8 millions de barils. À ce jour, ce sont 30 cargaisons qui ont été commercialisées, soit un total de 28,54 millions de barils vendus. Les prévisions pour l'année 2025 restent stables avec une production estimée à 30,53 millions de barils. Une performance qui confirme la place croissante du Sénégal dans le paysage énergétique international. De l'autre côté, le projet GTA Grand Tortue Ahmeyim marque une avancée historique pour le Sénégal et la Mauritanie. Pour la première fois, ce projet à cheval entre les deux pays a entamé ses exportations de gaz naturel liquéfié. La toute première cargaison, baptisée GTA 2025-001, a été complètement chargée le 15 avril dernier, avec un volume de 163 259 mètres cubes. Le début de la production de gaz naturel liquéfié remonte au 9 février 2025, après l'ouverture du premier puits le 31 décembre 2024. Cette étape majeure marque ainsi l'entrée du Sénégal dans le cercle restreint des pays exportateurs de gaz naturel liquéfié. Enfin, sur le site terrestre de Gadiaga, dans la région de Thiès, la production de gaz naturel se poursuit à un rythme régulier. Au premier trimestre de l'année 2025, environ 548 078 normomètres cubes de gaz ont été commercialisés. Pour le seul mois d'avril, la production est estimée à 219 809 normomètres cubes. Avec des performances robustes sur les 3 sites majeurs que sont Sangomar, GTA et Gadiaga, le Sénégal avance résolument vers une exploitation optimale de ses ressources naturelles. Ces résultats traduisent non seulement la maturité progressive de son industrie extractive, mais aussi l'ambition affirmée du pays à jouer un rôle stratégique sur les marchés pétroliers et gaziers internationaux. Sur un tout autre registre à Dakar, la mosquée Baobab Karak Amitié a été fermée provisoirement par les autorités administratives. À l'origine, un conflit de gestion qui remet en question l'autorité religieuse en place. L'imam Omar Diène, membre de l'association des imams et oulémas du Sénégal, revient sur cette affaire. Reportage. C'est une décision rare mais nécessaire. La mosquée Baobab Karak Amitié a été fermée par le sous-préfet en accord avec le ministère de l'Intérieur après plusieurs incidents. Je confirme que la mosquée a été fermée par les autorités. Le sous-préfet des Almadies, qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, qui est le ministre du culte et de la sécurité publique, vu qu'il y avait des menaces depuis nous rentrons dans la 3e année. Pourtant, la gestion de la mosquée est claire. Elle relève exclusivement de l'imam Ratib, autorité religieuse suprême du lieu. Sous sa tutelle, un comité de gestion avait été mis en place pour coordonner les prières du vendredi et les activités religieuses. Comme au commissariat de police, c'est le commissaire qui commande. Au ministère, c'est le ministre. À la mosquée, c'est l'imam Ratib, l'imam principal qui a été désigné. Mais il y a des règles aussi de nommer et de dégommer. Il faut qu'il y ait des motifs. Des problèmes de personnes, des conflits de rôles, jusqu'à ce que les prières du vendredi, les mariages et les enterrements soient perturbés. La ligne d'autorité n'était plus respectée. Malheureusement, un incident s'est passé vendredi dernier sur allocution de l'imam principal qui a désavoué un de ses suppléants, ce qui a amené ce problème. Parce que dans un quartier, l'imam a nommé son fils à sa place. Et cela a conduit à vraiment un remous qui a réveillé cette plaie. Pour ce qui est des supposés privilèges dont les imams seraient bénéficiaires. Aucun maire n'assiste les mosquées. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Pas dans notre cas nous-mêmes. Donc l'État ne prend pas en charge les imams. Ils n'ont pas de bourse, ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas d'assistance. Alors c'est le devoir des maires de le faire
mais ils ne le font pas. La fermeture de la mosquée Baobab Karakamiti relance le débat sur la gestion des lieux de culte, respect des hiérarchies religieuses, formation des comités et encadrement juridique, des pistes renforcées pour éviter de telles crises. Ousmane Naba, à l'origine de ce différend entre deux imams, la place d'imam qui fait encore polémique dans cette localité, mais la fermeture de la grande mosquée par le sous-préfet des Almadies ne passe pas du tout chez la population. Sur arrêté préfectoral, la grande mosquée de Amitié Baobab Karak, où des imams se donnent fréquemment en spectacle pour diriger la prière, est fermée. Motif évoqué, risque réel de troubles à l'ordre public. Sur place, à l'heure où résonnait habituellement l'appel à la prière par le muezzin, un silence de cathédrale. D'aucuns improvisent pour prier non loin du dit lieu de culte. D'autres rejoignent une autre mosquée, située à quelques mètres des maisons. Une circonstance qui exaspère au plus haut point ses riverains. Une mosquée, c'est pour prier, c'est pas pour rouler. S'il y a deux parties qui s'entretuent, on les laisse de côté, on ouvre la mosquée. C'est désolant pour un quartier comme Karak. Si l'on s'en tient au témoignage de ce monsieur qui habite Baobab 5 décennies durant, ce n'est pas la première fois que cette mosquée emblématique est devenue l'épicentre d'un conflit ouvert entre imams. Deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'une telle situation se présente. Les autorités doivent prendre des décisions fermes. Cette fermeture, jusqu'à nouvel ordre, devrait permettre aux autorités de trouver le juste milieu pour que le calme revienne de la vie des habitués de la grande mosquée. Qu'ils enterrent la hache de guerre au profit des riverains. Pour que tous les musulmans puissent aller s'acquitter à leur tâche. Nous avons essayé de recueillir la version de l'imam Ratib, mais ce dernier n'a pas souhaité en parler. Dans la banlieue, c'est un conflit foncier qui agite Pikine à Guédiawaye, des artisans menacés de déguerpissement et des propriétaires qui dénoncent une spoliation de leur terrain. Plus de 2 hectares sont au cœur de cette affaire. Le collectif des plaignants interpelle l'État. C'est une enquête de Pape Malik Thiam. En longeant le palais de justice de Pikine Guédiawaye, des hectares de détritus sur un large espace. Objet de toutes les polémiques depuis des mois. Vu d'en haut, une partie est occupée par des centaines de personnes depuis près d'1 an. Électriciens, mécaniciens et autres métiers, la responsabilité de prendre la parole est pesante. Si pesante qu'il était presque impossible d'avoir un interlocuteur. Précaution, prudence, le seul qui voulait accepter de nous parler a sollicité ses collaborateurs. Voulant aborder avec nous l'octroi des terrains sur lesquels ils gagnent leur vie. Ils se rétractent à la dernière minute, faute de ne pouvoir s'exprimer sans autorisation. On m'a dit que ce n'est pas la peine qu'on vous parle. Pour le moment, on est en train de négocier. Donc, si on nous voit parler dans les médias, ça peut freiner les médiations. Quand on sera prêt, on parlera. Mais n'exclut pas une négociation entre eux et les autorités. L'essentiel, c'est qu'on donne un endroit accessible. Juste à côté de ce tribunal, on a rendez-vous avec le président du collectif et attributaire des lotissements de Guédiawaye. Le tribunal là. Pour être discret et être à l'abri du contrôle des gardes du tribunal, mise au point. Une délibération dûment signée par le maire et le sous-préfet. Avant les explications. Le maire là, Mamadou Beydi Sey. Ça, c'est l'ancien maire, Mamadou Beydi Sey. Il avait initié un lotissement municipal pour attribuer à la population de Guédiawaye des terrains. Des terrains suite à un lotissement municipal. Donc, avec ça, il avait fait une délibération signée par lui-même et le sous-préfet, son représentant. Feu Beydi Sey et le représentant de l'État, le sous-préfet. Bon, ça dépendait que du maire. C'est le maire qui m'a donné Djaï. Il y a des parcelles au total. En ce que nous concerne, nous, collectif des victimes du lotissement Beydi Sey, nous faisons 200 personnes.
200 personnes donc ont vu leurs 800 hectares touchés, morcelés en 36 parcelles, après une session de l'un des derniers directeurs du domaine, sous le régime de l'ancien président Macky Sall. Mamadou Gueye, directeur des domaines, à monsieur le directeur général de l'urbanisme et de l'architecture. Depuis, les propriétaires protestent et ils veulent retrouver leur terrain cédé dans des conditions ultra opaques, à leur insu. Là où je me trouve, c'est notre domaine. Et on veut que les nouvelles autorités s'en servent pour qu'on les récupère. Il n'exclut pas un recasement dans cette période très indécise où beaucoup d'anciens dignitaires du régime sortant y sont cités. Les uns pour une dation, les autres pour un bradage du littoral dans un espace très convoité. En sport, basketball, l'ASC Ville de Dakar quitte la scène continentale, battue par l'US Monastir 77-68. Le club sénégalais subit une 4e défaite, synonyme d'élimination dans la conférence Sahara. Suivant les temps forts avec Baboundour. La 6e et dernière journée de la conférence Sahara a marqué la fin du parcours pour l'AS Ville de Dakar. Pour sa première participation à la Basketball Africa League, le club de la capitale sénégalaise n'a pas réussi à franchir les phases de groupe. Hôte de la conférence Sahara, il n'est pas parvenu à se qualifier pour les playoffs. Ben affaire rek may wax moy match tournoi bu melni comme balle amo droit perdre yenn match yi. Surtout match bo xamantene c'était attaque qu'on a perdu avant, qu'on devait pas perdre, boko perdre rek dalay coûter cher quoi. Et tay lolu moñu dal parce que dañoo tek situation bo xamantene on avait beaucoup de pression, on voulait gagner à fond, on avait peur de perdre et c'est ce qui est arrivé. Pourtant, avant d'aborder son dernier match dimanche, l'AS Ville de Dakar avait encore son destin entre ses mains. Il lui fallait impérativement décrocher une deuxième victoire face à l'US Monastir. Mais l'équipe tunisienne s'est montrée plus forte ce jour-là et a remporté la rencontre. On a su comment stopper leurs points forts, jeu à l'intérieur de Majok et à l'extérieur de Wilperi. On a su comment négocier notre match avec beaucoup de lucidité et beaucoup d'expérience, et c'est tout. Le coach Chili Basfé est revenu sur cette élimination avec lucidité. Il parle d'une grande déception, des difficultés rencontrées, mais aussi des leçons à tirer de cette première expérience. Le management et la gestion n'étaient pas faciles. Okay? C'est là-bas où vraiment se résidaient toutes les difficultés. Okay? Gérer des joueurs professionnels, donc on n'a jamais géré, donc n'est pas chose aisée. Okay? Il faut le vivre une fois, okay? Pour vraiment comprendre beaucoup de choses qu'on ignorait. Okay? Mais c'est une expérience qui mérite d'être vécue. Okay? Et je pense qu'à l'avenir, donc, on saura comment s'y prendre. Okay? Donc, pour mieux vraiment gérer cette équipe. L'AS Ville de Dakar termine avec un bilan de 2 victoires et 4 défaites en 6 matchs, occupant la dernière place de sa conférence. Un résultat insuffisant pour espérer une qualification. À l'international, la Cour internationale de justice rejette la plainte du Soudan contre les Émirats arabes unis pour complicité de génocide, invoquant son incompétence. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, Israël mobilise massivement ses réservistes selon les dernières informations du Conseil de sécurité. La Cour internationale de justice de la Haye aux Pays-Bas a déclaré ce lundi à la lumière de la réserve émise par les Émirats arabes unis, la Cour est manifestement incompétente pour juger la demande du Soudan. Lorsque les Émirats avaient signé la Convention sur le génocide en 2005, il avait émis une réserve à l'écart d'une clause permettant aux pays de s'attaquer mutuellement devant la Cour internationale de justice en cas de litige. Khartoum a attaqué en mars les Émirats devant la dite Cour, les accusant de complicité de génocide à l'encontre de la communauté massalite en raison de leur soutien présumé aux forces de soutien rapide qui combattent l'armée soudanaise. La décision de la dite Cour est une affirmation claire et décisive indiquant que cette affaire était sans fondement à réagir. Rim Kété, vice-ministre adjointe des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères d'Abu Dhabi. Le cabinet sécuritaire israélien a donné le feu vert à une intensification de l'offensive militaire à Gaza qui comprendra notamment la conquête de la bande de Gaza et la promotion du départ volontaire des Gazaouis du territoire palestinien. Cela se fera en plusieurs phases et plusieurs parties de la bande de Gaza et devrait prendre des mois, a encore indiqué les ministres. Ces derniers prévoient des frappes puissantes contre le Hamas selon sources officielles israéliennes. Le premier ministre israélien a par ailleurs affirmé pendant la réunion qu'il continue à promouvoir le plan Trump visant à permettre le départ volontaire des habitants de Gaza et de négocier à ce sujet
Le rappel des dizaines de milliers de réservistes a également été entériné. Il a également été décidé d'autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne dans des conditions qui ne sont pas très claires à l'aide d'une fondation internationale. Le Hamas a de son côté accusé Israël d'utiliser l'aide humanitaire comme un moyen de chantage politique et de porter la responsabilité de l'aggravation de la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir.